Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, nos amis, nos anciens élèves, des nouveaux venus pour cette conférence en direct de l'École des Arts Joailliers à Paris. Vous savez que l'école, en fait, nos 10 ans, on est très très contents. On a vraiment le soutien dès le début de la maison Van Cleef & Arpels et le but de l'école, vraiment, dès son début, c'était d'ouvrir le monde de la joaillerie dans tous ses états, à travers les histoires, l'histoire du bijou, à travers la gémologie, à travers le savoir-faire et à travers ces conférences. Ces conférences nous permettent vraiment d'aborder des sujets assez larges et intéressants sur l'histoire du bijou, sur la gémologie, etc. Je m'appelle Paul Paradis, je suis professeur à l'École des Arts Joailliers. Je suis ravi de vous accueillir dans notre salle de LAC. Et ce soir, on est très privilégié d'avoir parmi nous une grande amie de l'école, une grande professionnelle spécialiste, Carole Fraresso, qui, ensemble, on va parler de l'or du Pérou ancien. Et Carole est elle est docteur, docteur en archéomatériaux. Elle est aussi spécialiste dans l'orfèvrerie andine. Et aussi, elle a lancé une maison de joaillerie, Moche, avec ce style précolombien. Et également, elle a plusieurs chapeaux, comme on le disait tout à l'heure. Elle est commissaire de l'exposition Machu Picchu, les trésors de Pérou, qui a eu lieu à Paris il n'y a pas si longtemps. Et on en parlera plus en détail tout à l'heure de sa nouvelle vie, n'est-ce pas? Oui, merci. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Carole. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir dans ces bijoux dans l'ancien Pérou? Quels sont nos sujets de la soirée? Alors ce soir, nous allons découvrir ensemble le bijou précolombien et plus particulièrement ses formes, ses caractéristiques culturelles, bien sûr, mais aussi techniques, à travers une aire géographique lointaine, celle de l'ancien Pérou. Merci beaucoup. Je me permets un peu de housekeeping, excusez-moi. J'ai promis à nos collègues, Ghislain Aucreman est derrière son écran, notre ami et historien de l'art. Il va prendre toutes vos questions, il va nous les envoyer et à la fin, on va tâcher à répondre. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne pourront peut-être pas suivre ce soir ou pas tout suivre, la conférence sera mise en ligne dès quelques jours. Voilà. Pardon, Carole. Non, de rien. Alors, abordons ce sujet. On va voir vraiment le début de cette histoire de l'or, c'est-à-dire on va parler de l'arrivée des Espagnols en 1532, n'est-ce pas? Exactement. Quand ils sont arrivés sous Francisco Pizarro, ils ont découvert la culture inca, cette culture millénaire, enfin centenaire, qui était déjà sur place. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'avant cette culture, il y avait quand même des milliers d'années de culture pré-inca. Exactement. Et donc, tous les récits historiques du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, vraiment focalisés sur les Incas. Et depuis le XXe siècle, avec les découvertes archéologiques, n'est-ce pas, assez récentes, on a découvert, et c'est la spécialité de Carole, que ces cultures pré-Inca étaient riches de millénaires. D'un héritage, millénaires, d'un héritage joaillier. Un héritage joaillier. Donc en fait, principalement, c'est à partir des récits et des chroniques rapportées par les Espagnols qui vont être diffusées dans toute l'Europe à partir du XVIe siècle que vont être recueillis les coutumes, les us et coutumes de ce vaste empire qui a dominé sur un vaste territoire. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans ces récits, ce dont on ne sait pas, c'est que la durée en fait de l'empire inca, de la civilisation inca pour être plus précis, a été 100 ans, c'est-à-dire à peine un siècle sur un développement culturel qui avait duré plus de 5000 ans. Donc, à travers ces récits, nous avons par exemple le portrait, les portraits et les illustrations de souverains incas, comme celui ici de l'Inca Atahualpa, dernier empereur inca, qui va être représenté avec ses principaux emblèmes religieux et de pouvoir, comme ses disques d'oreilles, la mascaipacha, qui est une couronne ornée d'une sorte de pompon rouge qui était suspendu sur le devant de la couronne et rehaussée de plumes noires et blanches de l'oiseau de Corequenque, aussi appelé caracaca.
Et il est aussi représenté avec un sceptre en forme de hache que l'on appelle yaori. Et notons qu'il a été également représenté sur cette peinture du XVIe siècle avec un disque solaire représenté sur son épaule qui indique, qui vient signaler sa filiation avec le dieu soleil, Inti. Donc, durant plus de 400 ans, et à travers ces récits qui vont être diffusés, traduits dans différentes langues, eh bien, ce que nous allons retenir, nous, occidentaux, c'est l'histoire de cet empire inca qui s'est diffusé, qui a conquis ce vaste territoire de plus de 900 000 km², sans percevoir les autres populations qui s'y étaient développées avant. Donc aujourd'hui, donc comme vous le disiez Paul, aux fouilles archéologiques, hein, nous savons que cet empire en fait, a réussi son déploiement de façon assez incroyable grâce à la gestion et l'administration des réussites techniques, mais aussi artistiques, héritées d'un grand nombre de peuples qui forment depuis des millénaires une même civilisation, qui est la civilisation de l'Ancien Pérou. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est que les arts joailliers du Pérou, souvent attribués à tort aux Incas, font partie de cet héritage millénaire. N'est-ce pas? Alors, pour rentrer dans ce monde de pré-Inca, enfin ces anciennes cultures, quel meilleur moyen que de participer et d'aller voir l'exposition Machu Picchu, l'or ancien, les trésors de Pérou. C'est une exposition qu'on a eu la chance d'avoir à Paris, hein, oui. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et qui est immersive. Et en fait, cette exposition permet de comprendre comment ces peuples voyaient le monde, comment leur spiritualité, le lien avec la parure, non seulement hein, les arts de la terre, etc., du feu. Et à travers 190 objets du musée Lorca, on a le plaisir de voir devant les yeux cette exposition qui est maintenant à Milan, n'est-ce pas? Et vous venez d'ouvrir à Milan. À Milan, au musée de la culture. Donc, en fait, cette exposition développée par le World Heritage Exhibitions et organisée en partenariat avec le musée Larco de Lima et Citinéon a été pensée avec ma collègue Ulla Holmquist, qui est directrice du musée Larco de Lima, pour présenter finalement l'histoire des peuples de l'Ancien Pérou, c'est-à-dire plutôt comment est-ce qu'ils percevaient le monde, comment est-ce qu'ils le pensaient, c'est-à-dire quelle était la vision de l'organisation du monde. En somme, quelle était la cosmovision andine. D'accord ? Et à travers cette exposition, ce que nous avons aussi voulu aborder, c'est de découvrir les nombreuses cultures pré-incaïques, donc avant les Incas, Chavin, Cupisnique, Mochica, Lambayeque, Chimu, autant de noms qui vont ponctuer au fil des siècles l'apparition, la maîtrise et le déploiement des arts joailliers au Pérou. Et plus de 70 parures constituent une collection de bijoux en or et en argent assez remarquable, puisque c'est la plus importante jamais exposée en Europe, qui va permettre d'offrir aux spectateurs finalement de vivre un véritable face-à-face avec les anciens dirigeants du Pérou. Alors, notre premier sujet, les joailliers des dieux. Pourquoi les joailliers des dieux ? Alors, en fait, c'est de savoir où apparaît l'utilisation de la parure dans les Andes et pourquoi. En fait, au même titre que la Mésopotamie, la Chine, l'Inde, la Mésoamérique et l'Égypte, le Pérou apparaît très tôt comme un foyer majeur historique. C'est un berceau de civilisation, mais c'est également un des plus anciens foyers métallurgiques du monde, c'est-à-dire une aire géographique où se sont développées des pratiques métallurgiques de façon totalement indépendante et dont la complexe et longue histoire a été marquée par des phases d'évolution, de mutation, de crise et d'innovation. Alors cette notion qu'on a dans l'Occident, l'âge de fer, l'âge de bronze, ça n'a aucun sens parce que dans la période formative,
1250 ans avant notre ère, il y avait déjà un âge d'or, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est-à-dire que ces âges du bronze et du fer qui sont basés sur l'utilisation des métaux et que nous connaissons tous en Occident n'est pas valable au Pérou où, à partir de 1250, avec la culture chavine, se met en place quelque part un véritable âge d'or et une vraie culture métallurgique de l'or. Donc c'est avec la culture chavine qui se déploie, enfin qui va se développer dans les hauts plateaux andins du nord du Pérou, ici dans la grande partie indiquée en rouge avec des points. C'est vraiment le foyer de développement de Chavine que va s'institutionnaliser entre 900 et 200 avant Jésus-Christ l'utilisation de la parure en or. Donc couronne, plastron, pendant d'oreilles, collier vont s'afficher de façon monumentale sur différentes parties corporelles des chefs communautaires. Donc le principal foyer culturel est donc cette grande culture métallurgique de l'or qui est à cette époque chavine est située donc dans une zone stratégique pour cette civilisation d'un point de vue commercial et cette civicité, en fait, depuis Chavine, va se diffuser quelque part les styles artistiques et l'iconographie religieuse dans une grande partie du Pérou et notamment sur la côte nord du Pérou, donc vraiment ici, sur cette région à gauche, la côte nord, où vont apparaître ensuite successivement les cultures Cupisnique, Mochica, Vicus, Lambayeque et Chimu, avant que les Incas ne viennent incorporer ce dernier empire en place, Chimu, à l'empire Inca. Donc c'est de ces cultures-là dont nous allons parler ce soir et nous allons nous centrer sur le nord du Pérou où finalement qui se révèle être le foyer où se met en place tout le système métallurgique andin. Donc, à travers ces majestueux bijoux, les artisans chavines vont instaurer un art décoratif au style animalier pour honorer d'abord les principales divinités du monde andin, à savoir l'oiseau, le félin et le serpent. Ces animaux sacrés qui sont représentés sur tous les types de vestiges archéologiques, céramique, textile, pierre, métal, etc., symbolisent dans tout le Pérou et durant 300 ans le monde tripartite de la cosmovision andine. Ainsi, si nous rentrons dans le détail, le monde supérieur, d'en haut, des dieux, est symbolisé par cet animal qui a finalement la capacité d'y accéder, c'est-à-dire l'oiseau. Le monde terrestre, Hananpacha, qui en quechua signifie ici et maintenant, est lui habité par des êtres vivants et il est associé aux gouvernants dont les pouvoirs sont symboliquement liés aux plus grands prédateurs du territoire andin-amazonien, à savoir le jaguar ou le puma. Et enfin, le monde inférieur, souterrain, est un monde qui va être habité par ces animaux qui ont la capacité de s'y faufiler, les serpents. Donc ces figures divines peuvent par exemple parfaitement s'apprécier ici sur ces pendants d'oreilles de la culture Cupisnique chavine entre 800 et 550 avant Jésus-Christ. Elle montre dans la feuille de métal repoussée un visage de profil hybride où vous pouvez observer un bec de rapace, il a des crocs de félin et des yeux incrustés d'une pierre de sodalite bleue. Les cheveux vont prendre la forme de serpents et dans la partie inférieure, on va voir également des serpents mobiles au corps sinueux qui semblent se faufiler dans ce monde inférieur, le monde des ancêtres. Et c'était pas n'importe qui pouvait porter ces parures, n'est-ce pas? C'était vraiment les hommes-dieux sur ce monde, cette vision tripartite et les hybrides qu'on va voir tout à l'heure, on voit là aussi. C'était que les hommes-dieux qui avaient accès à ces parures pour leur rôle de personnaliser et de créer des liens avec l'au-delà à travers beaucoup de rituels, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire qu'à travers finalement ces parures, les gouvernants, les leaders qui ont seulement accès à ces bijoux, vont quelque part s'approprier les pouvoirs de ces principales divinités. Alors ces divinités, que ce soit l'oiseau pour les cieux,
pour que ce soit les serpents pour le monde des morts ou les gros chats, si je peux dire, les jaguars. On va voir ce système tripartite tout à travers les âges, tout à travers depuis les Chavines jusqu'au Mochica. C'est ce qui va former la cosmovision andine. Leur cosmovision, et en fait, on peut voir aussi, on peut imaginer que c'est la couleur, on va en parler tout à l'heure, la couleur de ces métaux qui a à la base attiré l'attention des orfèvres de l'époque, parce que l'or est brillant, la couleur, etc. Et ça va permettre de se manifester en déité, en fait, à travers ces animaux et les hybrides. Donc, c'est-à-dire cette cosmovision, comme vous le dites si bien, qu'on voit, par exemple, si on regarde cet exemple à gauche, on voit un espèce de dieu avec des dents, la dentition, des crocs on de a félin. Clairement le félin et les condors. Et sur le côté, on a les condors inversés et on a une grosse plume dessus. Alors les condors inversés, j'ai cru comprendre, c'est parce que le condor, c'est le lien entre la Terre et... On est toujours entre la connexion de ces deux mondes. Donc le monde supérieur va être connecté avec le monde des gouvernants, puisque de toute façon, ces hommes qui gouvernent sont les représentants légitimes des dieux sur Terre. Et donc la plume métallique, qui est très souvent avec cette forme évasée en demi-lune, va, elle, connecter avec le monde supérieur. Et on voulait vous faire part aussi de toutes les variétés de bijoux. On a des coiffes frontales, on a des couronnes, on a des manchettes, on a des pectoraux, on a tout un tas, les boucles d'oreilles, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Donc la typologie de bijoux est assez vaste et on voit, si on regarde on va parler plus tard en détail de ces chimous, un peu plus tard, mais vous voyez son pectoral avec des oiseaux qui sont martelés. On a son ornement de nez qui représente un temple et les ancêtres, etc. Et cette majestueuse couronne avec un oiseau par-dessus. Donc vous voyez toute la variété. Ce sont des pièces qui ne varient peu, n'est-ce pas? On a toujours cette même nomenclature. On est sur une typologie de bijoux que l'on va retrouver fréquemment. Donc là, on a les principaux types de bijoux. Ils vont être fabriqués, ils sont tous monumentaux, de grandes dimensions, en or, en argent, mais aussi, nous allons le voir, en cuivre et en argent doré. Finalement, c'est peut-être le caractère brillant de l'or et de l'argent qui a certainement été le premier motif de leur succès. On est vraiment sur pour les civilisations de l'ancien Pérou, l'or et l'argent n'avaient absolument pas, au sens occidental du terme, une valeur économique. Ce n'était pas un moyen de monnayer ou une preuve de richesse en termes économiques, mais bien plus un moyen d'afficher une vision du monde et d'afficher le pouvoir des dieux. Et un rang social, comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui, exactement. C'est-à-dire qu'au même titre que les sociétés contemporaines, nos sociétés et toutes les sociétés qui connaissent le métal, finalement, la parure métallique va venir indiquer le statut social de l'individu qui la porte. Alors pour les sociétés de l'ancien Pérou, qui, rappelons-le, sont des sociétés agricoles, les couleurs de l'or jaune et de l'argent blanc, sont à mettre en relation avec celles du soleil et de la lune. Donc leur éclat sacré et leur apparente éternité firent de ces matériaux précieux l'expression matérielle des pouvoirs divins. Donc l'or, nous savons que l'or, qui symbolise le dieu diurne soleil, qui permet de donner la vie et de faire pousser les plantes, va évoquer la sueur du soleil, les divinités masculines du monde d'en haut et aussi, évidemment, les gouvernants, leur pouvoir, car ce sont leurs représentants légitimes sur Terre. L'argent, astre nocturne, va symboliser la lune, telle une épouse ou une sœur du soleil, évoquant les larmes de la lune. Alors, elle va symboliser, quant à elle, les divinités féminines qui sont associées à la fertilité de la terre-mère que l'on appelle Pachamama, qui est un monde souterrain, obscur et humide, d'où naissent les plantes et les pierres sacrées. Par pierres sacrées, entendons minerais et métaux précieux.
Et la rencontre de ces deux métaux, de ces deux matériaux divins, c'est sublime de voir les deux c'est beau, ensemble. oui, va symboliser le concept de dualité qui est fortement ancré dans la pensée andine. Donc en fait, ici, sur cette image, nous voyons un imposant collier bimétallique de perles creuses en forme d'arachide qui a été découvert dans la tombe du seigneur de Sipan, un seigneur Mochica, sur lequel nous reviendrons plus en détail après. Et ce collier est un parfait exemple de cette symbolique duel. Soleil, lune, or, argent, masculin, féminin, haut, bas, sec, humide, etc. En fait, cette dualité va traduire la réciprocité mutuelle entre les hommes et les dieux et par conséquent l'équilibre entre les différents modes. Et soulignons que cette dualité, que l'on observe sur de nombreux bijoux de toutes les sociétés de l'Ancien Pérou et plus précisément sur les cultures Mochica, va aussi être représentée sur d'autres vestiges comme des céramiques, comme des toiles de plumes, des textiles, etc. Oui, c'est vrai que dans l'exposition, vous expliquez, on va voir tout à l'heure des exemples, à travers les céramiques, on voit vraiment, parce que ce n'est pas une culture avec de l'écriture proprement dit, exactement, mais on voit toutes ces histoires. Alors, il n'y a pas que le métal, il y a aussi les trésors de la terre que ces orfèvres, ils chérissaient. C'était des coquillages, ce sont des pierres ornementales, des pierres fines. Et comme on dit toujours dans les cours, ici, quand on parle de l'Antiquité, en fait, ce qui était précieux, c'est qui avait de la couleur et une symbolique très forte. Et pour ces cultures, ces boucles d'oreilles qui deviennent vraiment un leitmotiv de ces hommes, vraiment d'un grade, ce sont des gouverneurs spirituels, politico-religieux. Et en fait, ces matériaux permettent d'avoir, non seulement on reconnaît le grade de la personne, mais on voit qui étaient ses ancêtres, et on voit aussi qu'il a ce lien avec le pouvoir de ces pierres, n'est-ce pas? Et donc ici, vous allez nous parler un peu des pierres précises, des matériaux. Il y a aussi des biominéraux. Ils étaient vraiment, alors, les pierres et ils étaient vraiment géniaux, oui. ces gens. Ils travaillaient différents types de pierres, des pierres ornementales qui ont des couleurs chatoyantes et qui vont venir quelque part renforcer tout le discours idéologique d'une société et vont venir identifier le statut, mais aussi le ou les rôles d'un individu. Alors, on voit souvent cet oiseau guerrier anthropomorphe. Alors on le voit souvent, effectivement, on le voit représenté peint sur des céramiques, on le voit modelé sur des céramiques, on le voit sur des peintures murales et on le voit aussi sur des bijoux. En fait, c'est la représentation d'un chef guerrier qui avait un rôle majeur dans les combats rituels de la culture Mochica. C'est-à-dire que la culture Mochica avait une importante cérémonie qui était celle du sacrifice, le sacrifice ultime et le sang qui va être offert aux dieux. Mais en fait, cette cérémonie a différents rituels qui lui précèdent, et notamment comment on choisit le guerrier qu'on va sacrifier, par la mise en scène de combats rituels. Et donc, ces boucles d'oreilles font clairement ici référence à un oiseau guerrier, donc c'est un être anthropomorphe, qui a le corps qui est composé de turquoise, donc une pierre qui provient probablement des régions du nord du Pérou et peut-être même d'Amérique centrale. Ses pieds sont quant à eux réalisés en sodalite, une pierre bleue qui est souvent confondue avec le lapis-lazuli et qui serait originaire du sud, dans les régions de l'actuel Chili. La nacre, bien évidemment, qui va constituer ici le centre de son bouclier et de sa boucle d'oreille, proviennent des coquillages marins le long de la côte pacifique du Pérou. Et enfin, le coquillage de Spondylus princeps, ici, qui est orangé et qui va constituer le pagne ou la jupe du guerrier, était pêché dans les eaux chaudes équatoriennes. Alors, parlons de ce Spondylus. On va en parler. Donc, le spondylus est un coquillage
une espèce endémique des eaux chaudes de l'équateur, c'est-à-dire que vous ne le trouverez qu'à cet endroit-là. Et il est particulièrement utilisé pour réaliser des parures. On le retrouve dans les tombes sous forme de parures ou bien sous forme entière, hein, comme ici à droite sur l'image. C'est un coquillage bivalve à épines. Et il va permettre de constituer des méga pectoraux qui vont être constitués de milliers de microperles, enfin minuscules perles, appelées chaquiras. Dans l'ancien Pérou, on appelle ces perles chaquiras. Le spondyle, en fait, était considéré comme la nourriture des dieux, mais aussi comme l'annonciateur des fluctuations de température du courant chaud El Niño, hein, qui cycliquement va se manifester par des catastrophes climatiques, comme des pluies diluviennes ou des sécheresses. Et donc, on comprend mieux pourquoi les anciens habitants du Pérou considéraient que l'offrande ou l'alimentation permanente de Spontyle aux divinités et aux ancêtres leur permettait de garder l'équilibre entre les différentes forces de la nature. Et ce qui est tellement impressionnant, c'est que ces petites perles, peut-être moins d'1 millimètre d'épaisseur. De 1 millimètre, ça peut être moins. On peut imaginer, on a du mal à imaginer avec leurs outils, ils avaient des tiges en os, ils avaient des outils, des burins, etc. Mais le nombre d'heures qu'ils ont dû passer, ils avaient aussi des sables abrasifs, si je me souviens bien. C'est ça qui est intéressant sur ce type d'avoir passé autant de temps et ce savoir-faire, on va parler beaucoup de savoir-faire, comment aller à l'école, de faire ce pectoral et puis ces fruits de mer qui pour eux étaient vraiment importants en tant qu'offrande aux dieux. Et on voit aussi les niveaux, il paraît que ces niveaux dans le pectoral montrent un peu son lien, n'est-ce pas, avec le... La forme est particulièrement intéressante parce qu'il a une forme, donc on voyait échelonnée, hein. Ici on voit bien l'échelon à 3 niveaux qui vient marquer, symboliser un symbole qui est très récurrent sur de nombreux autres vestiges archéologiques de toutes les cultures du Pérou. Et en fait, ce symbole à 3 échelons va symboliser la connexion entre ces 3 mondes permanente. En fait, les 3 mondes doivent être connectés. Donc, noué autour du cou, en fait, le pectoral va venir dresser la tête de son porteur au centre, vers le monde supérieur, en haut, et le monde inférieur. Donc c'est ainsi finalement qu'on a une sorte de canal qui se forme pour les vivants, et en dernier lieu dans la tombe, eh bien, ce pectoral va lui assurer le pouvoir régénérateur. On va voir ces spondylus à travers notre conversation ce soir. Hein. Oui. On va les voir plus tard d'une manière symbolique. Et je trouve que même les coquillages eux-mêmes sont tellement une beauté, cette couleur. On peut comprendre un peu comment ils étaient séduits. Alors, Carole vous a dit tout à l'heure, c'est vrai que notre connaissance de ces cultures est assez récente. Hein, des grandes découvertes archéologiques qui nous donnent une chronologie et qui nous donnent quand même beaucoup plus d'informations sur ces peuples. Alors, une des découvertes les plus spectaculaires, hein, vous me corrigez si je me trompe, c'est ce seigneur de Sipan, découvert dans le Loubayeque et en 1987, hein, donc c'est assez récent. Et ils ont trouvé autour de ce monsieur plein de toutes ces parures dont on a parlé déjà. Il a son ornement de tête, il a ses boucles d'oreilles. Carole va vous parler de l'iconographie. Et vous voyez nos arachides, hein, vous vous souvenez, le collier qu'on a regardé tout à l'heure. Il a de nombreux pectoraux avec les spondyles, entre autres, hein, de turquoise, etc. Et c'était clair qu'il était quand même enterré avec deux hommes autour de lui, hein, des sacrifices, je m'imagine, et 2 femmes. Et ils ont trouvé en dessous encore quelqu'un de beaucoup plus ancien, 300 ans auparavant. Donc, de par cette idée d'enterrer les personnes d'un certain rang pour montrer ce qu'ils étaient de leur vivant et ce qu'ils deviendront dans l'au-delà. Hein. On n'est pas loin, comme en Égypte ou en Mésopotamie, hein, quand on enterre les objets de valeur pour les accompagner. C'est clair qu'ils avaient une croyance à une vie au-delà, n'est-ce pas? Effectivement, on ne meurt pas dans l'ancien Pérou, on va se transformer, on va effectuer un voyage
pour accéder au monde des ancêtres. Donc effectivement, cette tombe du seigneur du Sipan est l'une des plus impressionnantes qui ait été découverte au Pérou au XXe siècle. Elle est d'ailleurs considérée comme le Toutankhamon d'Amérique du Sud. Cet individu était notamment enterré avec des bijoux identitaires, c'est-à-dire par exemple ces boucles d'oreilles que vous voyez ici, qui vont carrément représenter l'effigie de la personne enterrée. Et donc, en fait, on va voir des boucles d'oreilles circulaires, cerclées de perles creuses en or, d'approximativement 10 cm de diamètre, donc on est sur vraiment du bijou monumental, et avec des tiges derrière tubulaires qui vont venir se placer dans les lobes. Donc, cette paire de boucles d'oreilles va, comme je le disais, représenter le seigneur de Sipan, qui est tout-puissant avec sa massue, son bouclier, il a son ornement donné, sa coiffe avec sa grande plume métallique dressée sur la tête, et il est entouré de 2 guerriers captifs qui sont représentés avec une corde autour du cou. Donc ici, on peut distinguer la corde derrière la massue. Il y a cette mise en abîme, n'est-ce pas? Il porte aussi un collier avec les hiboux représentés. Exactement, un délicat collier en miniature qui est absolument magnifique. C'est-à-dire que là, on va vraiment dans le détail. Et on est... parce que là, ces pièces sont façonnées à partir de nombreux petits éléments en or et en turquoise qui sont, alors pour l'or, emboutis, ciselés dans de fines tôles d'or préalablement martelées. Donc on est vraiment dans le souci du détail. Les objets, certains éléments vont être mobiles, comme l'ornement donné, ou les sonnailles qui vont être suspendues à sa ceinture. Donc on joue avec aussi le mouvement et la légèreté de la feuille de métal. Alors il y a une histoire autour de ces boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Il paraît que quand les Espagnols sont arrivés, ils voyaient tous ces personnages se balader avec ces énormes... En fait, ça déforme beaucoup l'oreille, pour l'endroit où on le rentre. Pour eux, ces boucles d'oreilles sont un moyen de comprendre le grade de la personne et son lien évidemment filial avec des ancêtres. Mais pour les Européens, ils appelaient ça orejones, n'est-ce pas? Les grandes oreilles. En fait, ils étaient tellement surpris parce qu'effectivement, on a certaines boucles d'oreilles peuvent avoir des tiges qui font jusqu'à 7 cm de diamètre. Donc évidemment, on ne met pas du jour au lendemain ce type de boucle d'oreille. Il y a tout un processus qui peut être lié à des rituels de passage. On va grandir, on devient un adulte et donc on va au fur et à mesure agrandir, changer de boucle d'oreille et agrandir, passer à l'étape supérieure, si je puis dire. Et donc effectivement, les Espagnols vont se retrouver complètement surpris face à ces lobes déformés qui vont arriver jusqu'à l'épaule et donc ils vont les appeler orejones ou grandes oreilles. C'est vraiment, j'adore cette anecdote qu'on a tous les deux adorée. Et puis en fait, il y avait une autre grande découverte un peu plus tard, beaucoup plus tard, en 2006. Et cette découverte a permis de comprendre une chose très importante, c'est que les femmes tenaient également le pouvoir dans ces cultures pré-incaïennes. Et cette dame de Cao, c'est vraiment une découverte majeure pour la compréhension de ces peuples. Et on a trouvé tous les mêmes bijoux, les mêmes formes, la même iconographie, les coiffes de tête, les coiffes frontales, les ornements de nez, des pectoraux, des colliers, ainsi de suite. Et donc, c'était vraiment, ça a changé notre compréhension, n'est-ce pas, du pouvoir dans ces cultures pré-incaïennes. Oui, mais après, la première information importante, c'est qu'effectivement, on découvre qu'au Pérou, les femmes avaient autant de pouvoir que leurs homologues masculins, et ça depuis les périodes formatives. On va avoir la dame de Pacopampa, Chavin, qui va être découverte avec ses parures. On a la dame de Cao, mais on a aussi la dame de Huari, on a les prêtresses de San José de Moro. Donc en fait, finalement, elles ont du pouvoir et elles participent aussi aux décisions politiques et religieuses. Maintenant, ce qui est intéressant concernant le bijou, c'est que on n'a pas un genre de bijoux attribué pour les hommes et pour les femmes, sauf pour le tupu, cette broche que l'on retrouve pour utiliser pour attacher finalement les mantas, les châles qui vont venir couvrir les épaules des femmes. C'est le seul bijou en fait qui va distinguer le genre.
Mais ici, dans cette tombe, elle va être enterrée, la dame de Cao a été enterrée avec 18 colliers en or, en argent et en pierre fine, de sodalite, de turquoise, d'améthyste, ainsi que plusieurs couronnes et coiffes frontales, comme celle-ci, en or et en cuivre doré, où là encore on voit la tête stylisée représentée d'un félin. Elle va être ciselée et repoussée dans la tôle de métal qui constitue la coiffe frontale. Et ce qui est particulièrement surprenant dans cette tombe, c'est que cette dame a été enterrée avec un set complet de 42 ornements de nez. C'est incroyable. Donc, ils étaient enroulés soigneusement dans des tissus de coton et déposés sur son torse. Donc c'est assez incroyable parce qu'on est sur 42 objets qui vont être décorés, ornés d'animaux marins, de serpents bicéphales, mais aussi de scènes montrant un être hybride égorgeur avec des crocs dans la bouche et tenant dans les mains les couteaux sacrificiels que l'on appelle tumi. Et on va aussi voir des scènes qui vont montrer deux guerriers captifs avec une corde et les mains attachées dans le dos. Donc clairement ici, cette femme, ces objets-là auraient pu très bien être retrouvés dans la tombe d'un homme. C'est-à-dire qu'elles vont venir marquer les positions importantes de cette femme dans les grandes cérémonies politiques et religieuses, comme celle du sacrifice, qui vont venir rythmer le calendrier agraire des communautés andines. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, on voit les crustacés là-haut, enfin les deux homards ou les langoustes. Les langoustes, oui, qui sont face à face, on dirait vraiment. Oui. C'est vraiment comme dans de l'art japonais, ou je ne sais pas, c'est universel parfois, ces styles, je trouve. Ils observaient beaucoup la nature. Donc la dame de Cao a été retrouvée au temple du site archéologique El Brujo. Et ce temple qui se caractérise par une waka, c'est-à-dire une pyramide en briques d'adobe, est situé à proximité de l'océan. Donc ils ont un rapport avec les éléments de la nature autour d'eux, la mer, les éléments, les forces de la nature, qui est important, et ils le représentent. Ce sont de grands observateurs. Maintenant, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue technique sur ces objets, c'est que vous avez donc remarqué qu'il y a cette notion de dualité qui apparaît sur tous les objets. Principalement, les ornements de nez vont être bimétalliques, or-argent. Mais par exemple, sur cet objet au milieu, on pourrait se demander, on n'est pas sur or et argent, on semble être plutôt sur un objet en argent qui a été doré à l'or fin. Et donc ça, on est sur une pratique, sur une technique qui pourrait être relative à celle du vermeil, mais on n'a encore aucune évidence, on va dire, scientifique que ce type de dorure ait été pratiqué dans l'ancien Pérou. Donc ça mériterait d'être approfondi, par exemple. On va en parler tout à l'heure de quelques-unes de ces techniques très importantes. Alors, on va passer... Oh, pardon, on va passer à notre deuxième chapitre. C'est les caractéristiques techniques. Ce sont des grands techniciens, des grands spécialistes, ces orfèvres en savoir-faire. Et Carole souhaitait surtout nous partager sa connaissance de ces techniques qui ne sont pas si loin de celles d'aujourd'hui, dans quelque sorte. Oui, bien sûr. Après, certaines sont perdues, parce qu'on va parler de gestes surtout. Ce n'est pas les techniques, mais les gestes qui se perdent. Mais en fait, je pense que ce que vous aurez dû remarquer en voyant les pièces que nous venons de voir jusqu'à présent, c'est que tous ces bijoux sont de grandes dimensions. C'est-à-dire que l'une des caractéristiques de ces bijoux, c'est la monumentalité, effectivement. Donc tout était fait en grande dimension et en fait cet aspect-là, cette caractéristique va témoigner aussi, et ça on a tendance à l'oublier souvent, elle témoigne aussi des choix qui sont faits par les artisans au moment de fabriquer ces objets. Donc les critères qui vont guider ces choix sont en partie technologiques, c'est-à-dire par exemple que l'or, l'argent, le cuivre se déforment bien. Et dès la période formative, vers 900 avant Jésus-Christ, eh bien, les artisans de Chavin notamment, vont privilégier des techniques qui vont permettre de créer des objets à la fois extrêmement imposants, grands, visibles et légers.
Tout ça à partir de feuilles de métal martelées inférieures à 1 mm d'épaisseur. Donc ces techniques de mise en forme, dites de déformation plastique, telles que le martelage, l'emboutissage, la rétreinte, mais aussi le repoussé et la ciselure, qui sont des techniques de décoration, eh bien, elles vont être dominantes durant 3000 ans dans toute la partie des Andes du Nord, au Pérou et en Équateur. Et elles sont parfaitement adaptées finalement aux métaux tels que l'or, l'argent et le cuivre qui, non alliés, vont être plus malléables. Néanmoins, et là je tiens quand même à le souligner, c'est que sur certains objets qui ont été étudiés, c'est-à-dire qui ont été étudiés sous forme technologique, qui ont eu des examens, on s'est rendu compte que certains objets de la culture Mochica ont été élaborés avec ces techniques à partir d'alliages ternaires. Donc là, on est sur des mélanges de 3 métaux, cuivre, or, argent, donc de 14 carats par exemple. C'est beaucoup plus complexe. C'est plus complexe parce qu'ils sont plus durs. Un alliage est plus dur à déformer. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ces artisans vont déformer le métal. On a une ébauche, un lingot, on va le déformer avec des outils qui vont être des outils en pierre, durs, généralement, et on est loin des marteaux en acier que nous connaissons aujourd'hui, ou du laminage. Ce qui est fascinant, c'est si on regarde de près cet octopus, c'est vraiment une coiffe frontale, si je ne me trompe pas. De 40 cm par 20 cm, donc on est vraiment sur de la coiffe monumentale. On peut discerner beaucoup de techniques, n'est-ce pas? On voit l'emboutissage. D'abord la feuille de métal qui structure l'objet. Donc là, on est martelé et aplani, c'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que les objets, la régularité de la feuille est parfaite. On peut voir de la ciselure au-dessus de la tête. On a ici, du repoussé et de la ciselure. Repoussé, ciselure. Et vous dites aussi que ce visage, c'est peut-être avec une matrice. Alors cet élément qui est ajouté, donc il est agrafé en fait au centre de la coiffe frontale et il représente le visage d'une divinité avec des yeux de félin et des yeux incrustés de turquoise, et il a sur la tête des sortes de vagues qui rappellent finalement le corps de l'objet en soi, qui est composé de tentacules de poulpe qui se termine par une tête de poisson-chat, un poisson qui s'appelle l'ifé sur la côte nord du Pérou. Et donc ici sont mises en jeu des techniques comme l'ajouré, c'est-à-dire qu'on va découper pour créer des vides et des creux. On voit que c'est ajouré. Exactement. On voit même peut-être un petit peu de ciselure ici aussi, dans les tentacules. On voit de la ciselure et le repoussé qui, lui, va être fait sur l'envers de la feuille. Et le visage, donc, lui, est probablement réalisé avec une matrice, c'est-à-dire qu'on est, on est au-delà du repoussé, on est sur de l'emboutissage où on va venir creuser, former le visage sur une matrice par déformation plastique. Donc, en fait, ce savoir-faire, c'est aussi le geste, vous m'aviez expliqué. C'est la virtuosité de la personne et le geste est très important. Comme vous voyez à gauche, Carole nous a mis cet artisan au travail. En fait, le geste est très sacré aussi, n'est-ce pas? Oui. Le fait de se répéter, d'avoir cette virtuosité, et tout est très spirituel dans la création. Alors, il y a probablement, peut-être dans ces pratiques métallurgiques, un côté magique et divin, un peu mystérieux. Maintenant, ce qui est clair, c'est que pour réaliser un type d'objet comme ça, il faut que les artisans connaissent parfaitement le comportement des métaux et des alliages, mais aussi des températures. Pour mettre en place une feuille de cette dimension, d'une telle régularité, en fait, l'artisan c'est une grande déformation. Donc l'artisan va devoir interrompre son travail pour effectuer des recuits. Donc un recuit, ça va être on va réchauffer l'objet en dessous du point de fusion de façon à redonner la malléabilité du métal et poursuivre la déformation. Donc il faut savoir quel est le savoir quel est le bon moment. L'or est très malléable, évidemment, mais il faut quand même parfois. Mais si vous continuez à frapper sur le métal, vous sentez que le son change et le métal peut casser. Si le métal casse ou si une fissure apparaît, le travail s'arrête et vous êtes bon pour le recyclage. On refond et on recommence. C'est très touchant. Vous avez souligné le fait qu'on entend. Oui, c'est au son et à la couleur. La température du recuit, par exemple, va s'estimer à la couleur des braises sur le foyer. On a vraiment cette panoplie de techniques
et vraiment qui se faisait déjà à un âge, vraiment de l'âge du bronze. Non, je rigole parce que je fais. Alors, on va parler maintenant cette idée d'innover pour régner. Alors, les parures et les bijoux à cette époque, évidemment, ils avaient une valeur économique, mais pour ces cultures, comme Carole nous a expliqué, c'était plutôt le côté spirituel et cette valeur non économique et non technologique. Alors, on va avoir recours à la couleur, par exemple, les alliages, et donc ces orfèvres étaient des grands spécialistes d'utiliser un minimum d'or sur des surfaces. Et on va en parler tout à l'heure pourquoi. Mais en fait, ils étaient des grands innovateurs et il y avait de grandes raisons pour lesquelles ils ont inventé utilisé des techniques incroyables de dorure. Et Carole va nous expliquer techniquement qu'est-ce qui se passe dans ces 3 exemples. En fait, donc on a vu qu'il y avait des critères technologiques, mais il y a aussi des critères qui sont d'ordre d'autres registres, comme par exemple la notion symbolique. Et la notion économique aussi est importante, puisque par exemple, un alliage en or 18 carats qui va être jaune n'aura pas la même couleur qu'un alliage 14 carats qui va être lui plutôt rose, et ils n'auront pas non plus les mêmes coûts. Et en fait, ces critères non technologiques sont, tout comme dans nos sociétés d'aujourd'hui, parfaitement considérés et pris en compte par les sociétés du passé. Donc, en fait, on peut s'interroger. Ici, on a choisi de présenter 3 objets différents qui sont tous avec une apparence dorée. Donc, on a 3 profils faciès métallurgiques qui ont été réalisés à partir de micro-prélèvements effectués sur chaque objet, et tous ont l'apparence dorée. Donc, mais tout ce qui est jaune n'est pas de l'or. Donc, nous sommes allés approfondir à travers l'étude pour voir ce qui se passait. Et donc, on se rend compte que sur l'objet de gauche, par exemple, qui est une coiffe frontale Mochica, de la période Mochica initiale, donc on est entre 100 et 400 après Jésus-Christ, eh bien, l'objet a été élaboré à partir d'un alliage 18 carats avec 78% d'or et qui a une couleur franchement jaune. Il était plutôt au milieu, par contre, on a cette deuxième coiffe qui, elle, est une coiffe aussi Mochica, de la période Mochica moyen. Donc là, on est aux alentours de 400 à 650 après Jésus-Christ. Et donc, nous sommes sur un alliage de 14 carats avec 58% d'or qui montre une surface avec des nuances rosées et très hétérogènes. Et donc, l'analyse de concentration de profil que l'on va faire ici, que l'on observe ici au milieu de l'image, on va faire une analyse de concentration de profil depuis le cœur du substrat, où vous voyez qu'il y a 58% d'or, 32% de cuivre et 9% d'argent, et on va monter jusqu'à la surface de l'objet, qui est la surface visible. Et en fait, cette analyse va révéler qu'on observe un enrichissement en or à la surface de 88%, alors qu'il a 58 dans le cœur, et en parallèle un appauvrissement du cuivre à la surface, puisqu'on n'est plus à 32% de cuivre, mais maintenant à 4%. Et l'image nous indique également que l'enrichissement en or a été mené sur une épaisseur de 13 micromètres approximativement. En fait, ce cas de figure est typique d'un procédé de dorure de mise en couleur qui est aussi appelé depletion gilding, qui consiste en fait à appliquer des séments corrosifs sur la surface de l'objet qui, chauffés à 350 degrés, vont éliminer le cuivre de la surface, qui est un métal oxydable, et laisser apparaître l'or à la surface, qui lui est un métal inoxydable. Donc après, l'épaisseur de la dorure va dépendre du nombre de traitements que l'on va effectuer ou bien de sa durée.
Et enfin, à droite, on a un autre faciès métallurgique qui est radicalement différent. Donc ici, on observe sur cette coiffe, fait à partir d'un prélèvement d'une coiffe vicus en cuivre doré, donc là, mais qui s'observe également sur de nombreux bijoux et ornements de la culture mochica à partir de 450 après Jésus-Christ. Et donc là, on va observer que le cœur, le substrat, va être en cuivre et qu'entre aux deux surfaces, on va avoir observé un fin dépôt d'or de l'ordre de 1,5 micromètre. En fait, ce faciès métallurgique est caractéristique du procédé de dorure dit par réaction électrochimique, qui consiste en fait à déposer une fine couche d'or sur les surfaces d'un objet en cuivre en le plongeant, l'immergeant dans un bain électrolyte. En fait, on est sur le même procédé, un procédé similaire à l'électrolyse contemporaine. C'est incroyable ça. Il y a dans cette époque déjà, exactement, de faire de l'électrolyse. On sait de pas l'électrolyse sans électricité. Voilà. Donc alors évidemment, on y reviendra, mais on n'a pas les recettes de ces bains acides en fait, qui étaient utilisés. Mais en fait, le principe, c'est une réaction électrochimique qui va se produire l'or va se déposer sur le cuivre, et en fait, c'est lié à la différence de potentiel entre le cuivre et l'or. Et en fait, pour que cette fine couche d'or adhère de façon permanente au substrat en cuivre, eh bien, l'artisan va appliquer un recuit, ce fameux recuit, en dessous entre 650 et 800 degrés, qui va permettre de faire adhérer l'or à la surface. Et ça, on peut le vérifier à partir de l'examen métallographique, où vous pouvez observer ces grains, ces larges grains ici, dans le cuivre, qui vont être maclés par des traits que l'on appelle des macles thermiques. Et en fait, cette microstructure nous indique que la dernière étape opératoire reçue par l'objet a été un recuit de recristallisation. Alors bien évidemment, ces innovations techniques, bien sûr, il y a une connotation symbolique liée à la couleur de l'or et à une mode qui, durant la période mochica, est très ancrée sur cette couleur jaune symbolique et puissante. Mais ces innovations techniques, lorsqu'elles sont corrélées aux informations archéologiques, elles vont aussi témoigner d'une volonté certaine des artisans mochica d'économiser la matière précieuse à un moment d'émulation. Il y avait des événements très précis. Bien sûr, et à ce moment-là, en fait, on s'en rend compte. En fait, les archéologues découvrent dans les tombes moins d'objets en or, mais beaucoup d'objets en cuivre doré, c'est-à-dire le marché est inondé de cuivre doré. Et en fait, cela correspond vers 450 après Jésus-Christ à le déploiement en fait, de différentes élites partout sur le territoire, de nombreux États régionaux, et donc à la demande, l'augmentation de la demande en or. Donc les artisans, ils n'ont pas d'autre choix que d'innover pour continuer à fournir ces appareils idéologiques dorés qui vont permettre d'une part de participer au rituel, mais aussi de garantir l'identité divine des dirigeants partout sur le territoire. Il y avait une grosse demande. Il y avait une grosse demande, effectivement. Alors, pour notre troisième chapitre, on va regarder l'expérience, le lien que ces parures donnent avec le monde des dieux, avec la spiritualité, etc., n'est-ce pas? Enfin, on ne dit pas bijoux, comme vous m'avez bien dit, au Pérou, ils parlent plus de parures, n'est-ce pas? On parle plus de parures, de vestimentaires. Qui servent vraiment pour des rituels et pour vraiment exprimer le lien. Des messages et les codes des populations. Et donc, toutes ces modifications, en fait, le bijou et le métal en soi vont construire l'histoire des sociétés de l'Ancien Pérou. Et toutes ces adaptations que nous venons de voir, notamment avec ces innovations autour de la dorure, elles vont se traduire également durant la période impériale avec la culture Chimú, le royaume Chimú qui se développe sur la côte nord du Pérou, qui est après les Mochicas, et dans la zone de Trujillo, dont la capitale est Chan Chan, donc pour resituer un petit peu où nous nous trouvons. Et en fait, à partir de 1100, ce qu'on observe, c'est que la joaillerie va connaître un nouvel essor qui est lié à la réforme de la religion dans cet empire.
en fait, les Chimú, ils avaient des croyances qui correspondaient à peu près à cette utilisation de l'argent, n'est-ce pas? Exactement. Il y avait des raisons très précises. Il semble que pour les Chimú, en fait, la mode des mochicas soit balayée. On ne veut plus de dorures. On veut des parures, des bijoux à l'image des nouvelles divinités qui viennent marquer la religion Chimú, à savoir les divinités féminines de la lune et de la mer qui sont associées à la couleur froide de l'argent. Donc, parce que dans l'ancien Pérou, l'argent va être associé au reflet des étoiles, de la lune, au reflet de l'eau aussi, qui sont toutes finalement des manifestations des ancêtres et puis de ce monde intérieur obscur. Eh bien, les artisans vont privilégier l'utilisation de l'argent, dont la couleur blanche permet à ce moment-là de matérialiser les nouveaux messages idéologiques. Par contre, l'or n'est pas banni, mais l'or va être exclusivement réservé aux principaux monarques de cette dynastie, comme le montre de façon absolument incroyable, parce que c'est une pièce incroyable, c'est cet ensemble funéraire Chimú qui est complet. C'est l'unique parure Chimú en or complète, composée d'une couronne, de disques d'oreilles, d'un grand collier de grosses sphères, des épaulettes et d'un pectoral monumental, martelé et repoussé dans la feuille d'or. Cet ensemble de la collection du musée Larco vient clairement ici signaler le pouvoir et la filiation ancestrale avec le dieu soleil d'un des 9 monarques de la dynastie Chimú. Et ce qui est intéressant, on a parlé de nos spondyles tout à l'heure, quand on voit ces filets, n'est-ce pas, ces espèces de... C'est un temple, mais à la fois un lien avec les ancêtres de la mer, à travers les pélicans en haut. Et ce sont des filets de pêcheurs, n'est-ce pas? C'est ce que ça pourrait représenter, oui. Effectivement, Donc, puisque pour les Chimú, notamment, à cette période-là, et le royaume Chimú va s'étendre jusqu'à Tumbes, justement pour aller accéder à ce produit de luxe. Le spondyle est un produit de luxe. Donc c'est un coquillage qui était... On a des représentations iconographiques qui nous montrent des pêcheurs avec des filets en train d'aller ramasser les coquillages dans les eaux chaudes. Et toute l'iconographie que vous verrez sur les parures Chimú fera référence donc non seulement à ces 3 mondes et ces 3 divinités. On n'est plus sur de la parure impériale, donc beaucoup plus humanisée, c'est-à-dire que la représentation de l'ancêtre va être beaucoup plus humaine. Le pouvoir politique prend quelque part un peu le dessus sur le pouvoir religieux. Mais c'est assez fascinant de voir ce changement. Et ce qui est intéressant également, c'est que cette production massive d'argent qui se manifeste avec les Chimú est également liée à la découverte de nouvelles richesses minières dans la cordillère nord du Pérou. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui mène... par exemple, est-ce que la découverte de nouveaux gisements en argent et l'amélioration des traitements pour procéder ce minerai complexe amènent à créer du bijou en argent, ou est-ce que c'est ce changement idéologique fort et le pouvoir politique qui va provoquer la découverte quelque part de ces nouveaux gisements? Oui, c'est très intéressant, c'est philosophique, c'est philosophe comme question. Mais en 1470, il y a quand même un grand événement, l'Inca Tupac Yupanqui, merci. Tupac Yupanqui va arriver, il va découvrir ces techniques et il va tomber amoureux. En fait, les Incas, ils sont éblouis par ce savoir-faire et ils vont en fait assimiler, comme les Romains, en fait, ils assimilent les cultures et les savoir-faire et ils vont transférer ces ateliers et ces orfèvres dans le sud. Dans le royaume des Incas, oui, n'est-ce pas? Exactement. En fait, Tupac Yupanqui, avant même les Espagnols, les Espagnols ont été surpris par la richesse des parures et des bijoux des peuples de ce nouveau monde, mais l'Inca a été surpris bien avant lui et il a ordonné simplement et assez rapidement le transfert des artisans Chimú du nord vers la capitale du Tahuantinsuyo où à Cusco, ceux-ci travailleraient désormais pour la famille Inca et l'Inca lui-même. Donc les artisans, enfin tous les savoir-faire
de la joaillerie péruvienne viennent du Nord. Les Incas, effectivement, sur 100 ans de développement culturel, c'était de parfaits conquérants, ont eux su acquérir, c'est-à-dire intégrer, assimiler toutes ces réussites pour les intégrer à leur propre système. Ils avaient bien raison parce que, en fait, c'est un art vraiment millénaire qui était à son apogée. Alors, on voulait parler vraiment de cette idée d'orfèvre. En fait, depuis 3000 ans, ces orfèvres, ils étaient quand même considérés comme des chamans ou comme des magiciens. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des matériaux naturels et les transforment en objets spirituels et des objets de puissance. Et donc, à travers les qualités intrinsèques de l'or, évidemment le brillant, malléabilité, le côté sonore. Bien évidemment, ces orfèvres, ils n'avaient pas fait des études chimiques sur le matériel, mais ils connaissaient très bien ces qualités. Et donc, ils se servaient de ces qualités pour créer cette espèce de rituel, de ces objets rituels qui font tellement partie de la culture que c'est comme si c'était comme un objet rituel. En fait, ce sont des magiciens de la transformation. Ce sont des êtres qui sont capables de transformer des pierres sacrées en des objets qui sont à la fois étincelants, sonores, qui vont réfléchir la lumière à l'image des dieux. Donc, forcément, ils étaient extrêmement considérés au sein de la société, ce n'étaient pas des esclaves. Ça, nous savons également que certains orfèvres ont été enterrés, notamment à San José de Moro, qui est un site, un cimetière des élites. Donc, ils sont appréciés. Et pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont créer les identités des leaders et légitimer leur pouvoir divin. Donc, en fait, les orfèvres vont avoir un apprentissage, assez... ils vont pratiquer, ils vont essayer, ils vont se tromper, mais ce qu'ils vont découvrir, alors nous, on sait que la malléabilité, la sonorité, les couleurs, la ductilité, tout ça, ce sont des propriétés qui sont intrinsèques au métal. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont, et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont exploiter les qualités offertes par ce matériau pour créer des objets qui vont être activés et animés lors des rituels à travers ces qualités et à travers ces effets expérientiels. Donc, par exemple, ici, nous avons cette cérémonie qui pourrait illustrer le discours. Ici, nous avons des prêtres, des prêtresses, des gouvernants vont être représentés, mais ici, on a des guerriers qui sont parés de la tête aux pieds. Ils tiennent une corde et semblent danser au son des instruments de musiciens qui sont situés dans la scène d'en bas. Alors au centre, on va observer un personnage beaucoup plus grand qui est représenté, radiant et divinisé. Il a des crocs de félin, un ornement de nez qui scintille, plus ou moins ce qu'on pourrait imaginer. Il porte un casque rehaussé d'une grande plume métallique et son casque est orné de 2 serpents qui vont le connecter avec le monde inférieur, alors que la plume, lui, va le connecter avec le monde supérieur. Et lorsque l'on regarde l'autre objet à droite, cet ornement de nez en or et en turquoise, eh bien, curieusement, on observe un homme, ici qui n'est pas divinisé, les bras ouverts, tenant dans ses mains une corde d'où sont suspendus des grelots. Donc en fait, cet ornement de nez fait clairement ici référence à cette cérémonie de danse guerrière que nous avons vue précédemment. Donc les objets vont venir illustrer les rituels et les cérémonies, mais il faut imaginer que cet ornement de nez porté au nez, donc en fait on n'a pas de système de perçage, l'ornement de nez va venir se placer en fait sur les protubérances que l'on a dans le nez. Donc on les suspend au septum nasal et donc avec le mouvement, l'objet va bouger, va réfléchir la lumière, va augmenter les reflets métalliques et donc en portant ce type d'ornement, eh bien l'ornement va clairement transformer, animer en être divin son porteur. Et donc il va quelque part acquérir une nouvelle identité qui va être celle d'un dieu radiant capable de générer le rituel. Et c'est ce qu'il faut peut-être conclure avec ça, dire que clairement, ces objets-là étaient des objets, des bijoux, non pas d'apparat, mais des objets qui aient peut-être été
avait une fonction de seconde peau qui permettait de transformer un corps physique en un corps sacré. Et je pense que le bijou est plus particulièrement, durant 3000 ans, va se révéler être quelque part, va permettre aux élites, aux différentes élites du Pérou, d'accréditer leur sacralité. Et puis j'adore cette citation. Il n'y avait pas d'Indiens qui utilisaient l'or, l'argent ou le métal comme monnaie, ni pour le prix des choses, ils utilisaient pour l'ornementation. Oui, c'est une Et on voit très belle cette citation reproduction à droite de José d'Acosta, donc du XVIe siècle. C'est l'exemple de recueil que l'on peut obtenir à travers les chroniques. Et effectivement, c'est ce que nous venons de voir. Il n'a pas de valeur marchande, il sert à décorer les corps. Et c'est ce que, en bas, nous avons une image qui montre clairement, littéralement, à quoi pouvait ressembler le seigneur de Sipán, paré de son casque, de son ornement de nez, de son sceptre et de ses boucles d'oreilles. On est à la fin de notre épopée et je pense que ce soir, au lieu d'avoir des questions, on a largement dépassé le temps. On vous propose de nous écrire. Vraiment, on va répondre avec Carole à vos questions à conférence@l'écolevancleef-arpels, un seul mot.com. Comme ça, on va répondre plus tranquillement à vos questions. On était tellement passionnés. Ah oui, on s'est laissé emballer. J'adore vous écouter. Et on voulait vous quitter en vous parlant de nos prochaines conférences en direct de Hong Kong, en 3 langues différentes, l'interprétation mandarin, cantonais et japonais, avec mes collègues et mes amis Laure Ribaud et Mathilde Ondouin qui vont vous parler une histoire de la bague le 17 novembre prochain. Et vous pouvez toujours nous écrire également sur les réseaux sociaux et également à cette adresse que je vous ai citée tout à l'heure pour répondre à vos questions plus tranquillement. Carole, merci beaucoup, à vous, de votre et merci expertise et votre enthousiasme. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. J'ai entendu que les commentaires étaient vraiment, les gens sont passionnés par ce sujet. C'est un sujet passionnant et le Pérou est un pays passionnant. Et merci d'être venu parmi nous à Merci l'école. Merci à tous nos internautes et à très bientôt pour des prochaines aventures. Oui, au revoir. Au revoir.